Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Défense. On va tout de suite prendre la direction de Sderot pour vous retrouver, Loïc Stécher-Chocron. Bonsoir. Le rapport d'enquête vient d'être publié sur, il n'y a pas de terme, le désastre du 7 octobre à Sderot. Effectivement, l'armée israélienne reconnaît ses erreurs, admet ses erreurs le jour du 7 octobre ici dans cette ville du sud d'Israël à Sderot. 41, c'est l'un des chiffres que l'on va retenir de ce rapport. 41 terroristes de la Nourba entrent au petit matin dans cette ville du sud d'Israël. 39 seront éliminés, les 2 restants capturés. L'autre chiffre également que l'on va retenir, c'est 53 personnes. C'est une véritable boucherie, un véritable massacre ici. 53 personnes seront tuées tout au long du 7 octobre, principalement dans la matinée, parmi lesquels 37 civils, 11 policiers. Justement, nous nous trouvons ici sur les ruines de l'ancien commissariat qui a été pris pour cible par au moins 26 terroristes du Hamas à 7h10 déjà du matin, et ils avaient déjà pris d'assaut le 2e étage de ce commissariat. Une longue bataille a ensuite dû être menée par plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de forces de l'ordre. Au total, ce serait plus de 1000 forces de l'ordre qui seraient donc venues, intervenues tout au long de la journée, pas en même temps évidemment, mais tout au long de la journée ici à Sderot pour notamment libérer ce commissariat, libérer la ville également de l'emprise des terroristes. L'armée israélienne donc admet ses erreurs. Il y a eu un manque d'armes, un manque de communication, une mauvaise communication également, que ce soit entre la police ou les différentes unités de l'armée israélienne également. Les hommes plutôt de sécurité qui travaillaient pour la ville de Sderot n'avaient plus été par exemple entraînés au combat depuis 2 ans avant le 7 octobre. Merci beaucoup Loïc Stécher-Chocron. Justement, ce qui me permet également d'accueillir mon premier invité de ce soir, Yair Marton, stratège et expert au Proche-Orient. Merci d'être avec nous. Yair, d'abord, on ne peut pas parler de Sderot. J'aimerais vous poser la question sur la Cour suprême, parce que ça va de pair en fait. Le désastre véritablement du 7 octobre, la Cour suprême qui maintient Ronen Bar au pouvoir, à la tête du Shabak. Ça fait partie véritablement des couacs du 7 octobre. On continue, comme s'il y avait un mélange, une guerre entre les services. Ça va pas dans le bon sens. Non, malheureusement. D'abord, je commencerai par dire que je suis plus expert en sécurité et en stratégie, et je ne suis pas un juriste. Mais effectivement, c'est un événement qui est négatif. Il ne fait aucun doute que tous les gens qui sont liés et qui ont été aux responsabilités le 7 octobre doivent rentrer chez eux et démissionner. Et Ronen Bar a dit qu'il le ferait. Et il n'y a aucun doute il ne fait aucun doute que le gouvernement a toute autorité pour limoger Ronen Bar. La question, c'est ce qui se passe au-delà de cela. La Cour dit qu'il n'y a pas de problème d'autorité, mais le problème, c'est un processus. Et en fait, la Cour suprême a envoyé les 2 parties pour aller trouver une solution, et cela m'inquiète beaucoup. Ce qui nous inquiète également en Israël, alors l'armée israélienne montre preuve à l'appui aujourd'hui avec la brigade Givati que des tunnels sont encore découverts, c'est une bonne nouvelle. Visiblement pas assez. Et ça, peut-être que c'est bien de le rappeler, qu'il y a une ville souterraine et que ça prend malheureusement du temps. Je pense qu'il faut aussi expliquer à ceux qui ne connaissent pas la bande de Gaza que c'est un territoire très long avec une trentaine de localités, pas des grandes villes comme Paris, mais une trentaine de localités, en tout cas une vingtaine, 2 millions d'habitants. Les gens peuvent voir comment l'armée américaine, la plus forte armée du monde, a travaillé en Irak pour prendre
une seule ville pendant 6 mois. Et ils n'ont pas réussi à contrôler tout jusqu'au bout. Et là, nous sommes confrontés à 7 fronts et nous sommes dans la bande de Gaza, qui est un secteur très complexe, avec aussi des efforts humanitaires pour ne pas faire de victimes innocentes. Donc on a fait un travail exceptionnel. Est-ce qu'on a fait un travail complet, total? Non, on l'a pas fait. Alors sur le plan opérationnel, on aurait pu le faire, mais nous avons dû faire une guerre chirurgicale face à une organisation qui utilise des civils comme boucliers humains et bien sûr nos otages. Et il y a aussi nos morts. Et donc on ne peut pas démanteler toute cette ville souterraine. D'ailleurs, on a démantelé la majorité de cette ville. Des centaines de kilomètres de tunnels ont été démantelés. C'était incroyable. Et tout ça n'existe plus. Mais parce que nous ne voulions pas nous en prendre à des Gazaouis innocents et aussi, bien entendu, nous en prendre à nos otages, il y a aussi des corps qu'on veut ramener en Israël et donc on ne peut pas vraiment bombarder partout parce qu'on a peur d'enterrer ces corps sous les décombres. Et le monde ne comprend pas comment se fait-il que notre armée, qui est si forte, n'y parvienne pas. Et or, c'est une zone de combat qui est différente de tout ce qu'on peut trouver ailleurs dans le monde. Mais je pense que les choses ont changé aujourd'hui. Je pense que les combats sont nécessaires aujourd'hui dans la bande de Gaza et on voit bien ce qu'on y trouve. Et tant qu'on agit et tant qu'on trouve, eh bien, que ce soit en France ou ailleurs, et certainement pas en Israël, ce qu'on trouve dans la bande de Gaza, c'était destiné, que ce soit demain, dans un mois, dans un an, c'était destiné à nous nuire. Rapidement, Yair Marton, il y a des négociations ouvertes, directes, entre les États-Unis et l'Iran. La vraie question, c'est Téhéran est aujourd'hui au pied du mur. Est-ce que Téhéran peut faire l'erreur de trop ? Je dois vous dire ce que je pense à ce sujet et vous répondre ainsi. Je pense que la décision, mais encore une fois, c'est un avis personnel sur la base d'analyse stratégique. Je suis ce qui se passe sur les réseaux, dans les médias, notamment les médias arabes et au Proche-Orient. Je pense que la décision a été prise pour toutes sortes de raisons. En tout cas, c'est mon avis. Ça n'est pas ma position, ça n'est pas la position israélienne. C'est mon avis. Je pense que Trump a l'intention de bombarder l'Iran. Je ne pense pas que ces négociations aillent au-delà des efforts qui sont faits pour montrer au monde que on désire une solution diplomatique. On a adopté le cas de négociation libyen. C'est quelque chose, c'est une proposition, il n'y a aucune chance que ce soit accepté par les Iraniens. Les Iraniens, aujourd'hui, sont dans la position la plus faible et la plus vulnérable depuis qu'ils ont bâti ces tentacules, qu'il s'agisse du Hezbollah, du Hamas, des Houthis, de Syrie, de la bande de Gaza, tout a été démantelé, ils ont été surpris. Donc je pense que Trump voit et a vu ce qu'Israël a fait. Je pense que sa personnalité, son caractère, c'est celui de quelqu'un qui veut laisser derrière lui quelque chose pour l'histoire. Il veut faire quelque chose de grand. Et lorsqu'on parle des droits de douane, peut-être que cela va se calmer, mais Trump, c'est un shérif, ça n'est pas un diplomate. Il a une attitude complètement différente. Et je pense... En une phrase, je pense que Trump est all-in, il veut complètement intervenir. Je pense que ces négociations visent à ne pas donner à l'Iran une raison d'attaquer et aussi pour que les Américains puissent dire « nous avons essayé de négocier ». Je pense qu'on se dirige vers un mois intéressant. Et vous reviendrez sur ce plateau pour nous en parler. Merci Yair Marton d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir, merci à vous. Merci. Et bonne fête. Merci à vous également. Alors justement, puisque Yair Marton disait à l'instant que les Américains vont vers
le droit chemin vers une opération militaire. Océane Nicole, bonsoir. De quels aujourd'hui moyens américains, de quelle force disposent les États-Unis dans la région ? Oui, Mathias, une présence militaire, une aide militaire américaine ici dans la région au Moyen-Orient qui ne cesse de se développer et de grandir, et surtout depuis le 7 octobre 2023 et les massacres, puisqu'on se souvient, 3 jours après les massacres du 7 octobre, le président américain de l'époque, Joe Biden, annonçait directement déployer un porte-avions ainsi que des batteries antimissiles du système israélien. 1 an et demi plus tard, cette présence, elle est toujours extrêmement importante ici dans le Moyen-Orient. Il faut savoir qu'en termes de force humaine, il y a près de 30 000 soldats américains déployés dans la région, dans tous les pays du Moyen-Orient. En termes de moyens militaires, il y a 2 porte-avions qui sont toujours en mer Méditerranée, mais aussi en mer Rouge. Il y a des avions de combat, que ce soit des F-35, des bombardiers B-2, des drones prédateurs ou encore des destroyers lance-missiles de croisière, des batteries antimissiles patriotes ou encore des batteries d'interception de missiles THAAD. Ça a d'ailleurs été annoncé il y a quelques jours. Alors quel est le but de cette présence américaine ici au Moyen-Orient, Mathias ? C'est de contrer les menaces qui pèsent dans la région ici au Moyen-Orient, et c'est un moyen de dissuasion pour éviter les terroristes, les groupes terroristes, de s'en prendre, que ce soit aux cibles américaines ici dans la région, mais aussi pour aider Israël. Et l'ennemi derrière tout ça, c'est l'Iran, puisqu'on sait que les États-Unis n'arrêtent pas de le dire. Ils veulent absolument dissuader l'Iran de s'en prendre à des menaces occidentales ici au Moyen-Orient. Merci beaucoup, Océane. Allez, on ouvre une page reportage à présent. J'ai pu cette semaine tourner le fameux, ce qu'on appelle stage commando, d'aptitude commando pour la Sayeret Givati. Les commandos Givati, c'est assez exceptionnel. La première fois depuis le 7 octobre qu'on peut assister justement à ce genre d'exercice. Regardez ce sujet, on en parle juste après. הגעתם לגיבוש הקשה ביותר בצה"ל, סיירת גבעתי, היא היחידה הטובה ביותר בצה"ל. אנחנו בוחרים רק את מי שאנחנו רוצים ורק את הטובים. Rien de mieux pour motiver les jeunes recrues, ou plutôt les candidats aux épreuves d'aptitude, au stage commando de la brigade d'infanterie Givati. La première fois, depuis le 7 octobre, que nos caméras sont autorisées à filmer une telle épreuve. בסוף בערך מבין 300 פחות או יותר שמתחילים את הגיבוש, בדרך כלל מסיימים אותו באזור ה-180, כי 120, סביבות ה-120 נושרים בדרך, פורשים כי קשה, ואנחנו מעבירים ב3 צוותים, זה יוצא באזור בדרך כלל בין 90 ל-100 חיילים. בוא נראה מי משפר ומי סתם מרים את היד ומבלבל לנו את השכל. כן, מי הרים את היד שהוא אמר שהוא משפר ולא שיפר? מה קרה? L'instructeur leur demande alors qui veut quitter le stage commando. Leur performance ne serait pas au niveau. Et pendant que les recrues continuent les exercices de course, un des soldats décide justement d'abandonner. Stage commando terminé. אתה בכוונה שובר אותם, או אתה חושב באמת שהם לא הגיעו לרמה כרגע? אני בכוונה שובר אותם. הכי פיזי? לא רק הכי פיזי, לא רק הכי פיזי. מנטלי, באיזשהו שלב כולם יגיעו לסף הפיזי שלהם, גם אם יתאמנו יותר, גם אם יתאמנו פחות. ואז החלק המנטלי נכנס לתפקיד. Illustration, pendant que les soldats rampent, l'un d'entre eux fait un léger malaise. C'est alors impressionnant. Le groupe entier arrête l'exercice et va porter secours au candidat. On nous demande, par respect, d'arrêter de filmer. Mais ces soldats prouvent leur esprit, le fameux frère d'armes. פה יצאו לא רק הלוחמי סיירת גבעתי הבאים, פה יצאו גם המפקדים הבאים של סיירת גבעתי, הקצינים הבאים, ואפילו המ"פים של הסיירת ושל החטיבה גם. La Sayeret, ou donc en français les commandos Givati, n'ont quasiment jamais cessé de combattre les organisations terroristes dans Gaza.
depuis le 7 octobre. 88 soldats de la brigade Givati, dont 23 de la Sayeret, sont tombés. ללכת לקרבי בידיעה שאתה יודע שרק בשנתיים האחרונות נפלו פה מאות לוחמים, ובכל זאת לרצות להגיע לקרבי בידיעה שאתה כנראה תשתתף בלחימה בתקופה הקרובה, ואם לא בתקופה הקרובה אז כנראה בשנתיים שלוש הקרובות, ועדיין לרצות להגיע לקרבי צריך אומץ שאני חושב לא נדרש מהדורות הקודמים. Seulement certains d'entre eux auront le privilège d'arriver à la Sayeret Givati, l'une des principales unités commando de la brigade d'infanterie Givati. Mais avant cela, il va falloir courir, transpirer, comme on le voit derrière nous, ramper. Et selon la plupart des officiers, la motivation à grimper, surtout depuis le 7 octobre. יצאו מפה בעוד שנה וחודשיים והתייצבו בחוד החנית של צה"ל, במשימות הכי מורכבות שיש, ולכן האחריות שלנו היא כל כך גדולה. אנחנו צריכים להכין אותם לשם בצורה הכי טובה שיש, וגם לבחור אותם היום בשלושה ימים האלה בצורה הכי טובה שיש. תודה רבה. Au terme de 4 jours de stage commando, voici les 180 recrues qui ont passé les premières épreuves. Et même si nous sommes contraints de flouter leur visage, nous avons pu voir un grand sourire sur ces visages de jeunes adultes. Ce qui saute aux yeux, justement, c'est la maturité de ces futurs commandos. D'abord, une motivation accrue depuis les massacres du 7 octobre. בכל אחד בדור הזה יש הרבה כוחות נפש, הרבה תעצומות שאף אחד לא זיהה אותם, והם התעוררו אחרי 7 באוקטובר. Un devoir de transmission. אבא שלי הוא המג"ד של הגדוד, זאת אומרת שהוא מפקד על כל הכוח, הוא נכנס בראש הכוח. הוא פינה בעצמו עשרות אם לא מאות גופות, שרופות, הרוגות, במצב מאוד מאוד קשה. הוא ראה דברים מזעזעים, הוא וכל החיילים שלו. הדבר הזה כמובן עבר אליי, אני הבן הבכור שלו. אני חוויתי איתו ביחד את הדברים האלה, כשהוא היה בבית וכשהוא לא היה בבית. והדברים האלה רק אך ורק מחזקים אותנו, רק גורמים לנו לרצות ללכת קדימה. Et puis, le prix à payer, être toujours en première ligne. אני מבין את המחיר, יש גם הרבה חברים ששילמו את המחיר, שנהרגו, שנפצעו, גם פה לדרך שכן, שתי שכנים. Au moment de diffuser ce reportage, la Sayeret Givati, donc les commandos, sont engagés au cœur des opérations terrestres dans la bande de Gaza. Et avec nous, eh bien, 2 soldats réservistes qui, un a grandi dans cette Sayeret et la deuxième, eh bien, combat avec eux dans la bande de Gaza. H et eux, merci d'être avec nous. Pour des raisons de sécurité, bien évidemment, on ne donne pas ni votre identité, ni votre visage, ni votre nom exact. Je sais que j'aurais aimé être galant, H. J'aimerais juste poser la question, pardonnez-moi, à eux. Je vous ai vu frémir, être plein d'émotions à ce reportage. Pourquoi ? Je vois que les choses, elles n'ont pas changé. C'est les mêmes images, les mêmes sensations. Le fait de ramper, de courir, c'est 3 nuits interminables. Mais à la fois qui nous apprennent énormément. La sensation d'être accepté à la Sayeret, d'avoir passé le guibouche, la sélection, et d'atteindre cet objectif. Et c'est seulement le début du chemin, parce qu'après il y a un an et 4 mois d'entraînement avant d'être opérationnel, et voir ces images, ça m'a touché énormément, parce que c'est la même chose, c'est ce que j'ai vécu il y a 6 ans maintenant. H, vous les voyez, vous les côtoyez, vous les avez côtoyés, vous les côtoierez très bientôt, puisque vous allez repartir du côté de Gaza. Une fois qu'ils sont formés, ces jeunes, que je viens de montrer dans le reportage, c'est quoi la différence? Quand on vous dit c'est quoi la Sayeret Givati, c'est quoi les commandos Givati aujourd'hui dans Gaza, vous répondez quoi? J'ai pu combattre pendant toute cette guerre avec beaucoup d'unités, qui n'étaient pas des unités commando, ou même quelques unités commando aussi. Et on voit une réelle différence dans la discipline de combat. Peut-être qu'ils ont 20 ans, mais c'est des vrais hommes, c'est des vrais combattants. Ils ont peur de rien, ils sont très précis, très exacts. Ils savent exactement. Vous participez avec eux aussi. Pardon? Et des vraies femmes aussi, puisque vous êtes avec eux aussi. Oui, mais il n'y a pas d'autres femmes, donc je parle des combattants, parce qu'il n'y a pas d'autres femmes qui sont avec moi sur le terrain.
Et on voit qu'ils ont tous un niveau au-dessus par rapport aux autres unités. On le sent et dans le combat, au jour le jour, on sent qu'ils savent ce qu'ils font. Ils ont été entraînés pour ça. Et aujourd'hui, ça fait plus d'1 an et demi maintenant qu'ils combattent tous les jours, qu'ils sont pratiquement pas sortis de Gaza. Et ils connaissent le terrain par cœur. Ils savent tout faire, même des formations qu'ils n'avaient pas initialement. Aujourd'hui, ils savent vraiment tout faire sur le terrain et c'est impressionnant de voir des enfants de 20 ans qui font ça, qui combattent comme des lions. Comme des professionnels. Eux, lorsque le commandant de cette Sayeret, justement, au moment de quitter la bande de Gaza il y a quelques mois, leur a dit « vous êtes la meilleure unité de Tsahal » et d'ailleurs ça se redit. D'ailleurs, alors je vais ne pas me faire que des amis chez les corps d'infanterie, que ce soit Golani, Nahal et autres, et parachutistes. Mais pourquoi il le dit? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi il le dit? Dans la plupart des unités combattantes et surtout les unités commando, il y a une fierté qui se traduit effectivement dans tous les endroits par « on est la meilleure unité ». Maintenant, moi, je peux témoigner sur Sayeret Givati que les chiffres le traduisent aussi, mais malheureusement, c'est une des unités qui a perdu le plus de combattants sur le terrain pour la seule et unique raison que c'était une des plus exposées, une des unités qui a gagné le plus de terrain, qui a récupéré le plus de maisons, qui a tué le plus de terroristes, que ce soit le jour du 7 octobre à Nachalos lorsqu'ils ont été appelés sur place et puis après pendant la guerre en elle-même. Ça se traduit par des objectifs qui ont été atteints, des missions qu'on n'a même pas le droit d'en parler aujourd'hui. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui, quand on n'a pas le droit d'en parler. Ça se traduisait même avant la guerre par rapport à ce qu'on avait fait à Jenin ou à Shrem, mais effectivement à Gaza maintenant que on en parle beaucoup plus aujourd'hui. Ça se traduit effectivement sur le terrain par des objectifs atteints. Je disais, H, que vous alliez y retourner. Lorsque vous avez entendu le chef d'état-major dire que les missions vont s'élargir, ça se traduit comment? Est-ce que vous pouvez nous dire plus ou moins, sans dévoiler bien évidemment des secrets, mais concrètement sur le terrain, cela veut dire quoi opérer aujourd'hui à Gaza après un moment de cessez-le-feu? On ne peut pas beaucoup parler de la suite, mais on peut dire ce qui a été fait. Et la mission globale, c'est d'anéantir le Hamas et tout autre mouvement terroriste qu'il y a dans Gaza. Et encore éliminer et trouver des tunnels. Et bien évidemment, la mission principale, on ne l'oublie pas, c'est de ramener les otages en gagnant du terrain, en désarmant le Hamas. Mais l'un des responsables du cours de stage de commando me disait que les commandos, justement, Givati, se battent beaucoup contre les fantômes. C'est-à-dire qu'il faut aller les chercher, et que les terroristes du Hamas sont beaucoup en civil, sont beaucoup en jeans, sandales, et ils le font exprès pour être considérés comme des civils. Est-ce que c'est ce que vous avez vécu sur le terrain? Exactement, c'est ce que l'on a vécu. Alors au début, on était un peu réticents, on veut pas toucher des civils, sauf qu'on comprend très vite que ce ne sont pas des civils, puisque on voit qu'ils sont armés, et aujourd'hui on a des moyens de savoir exactement qui sont les terroristes. Il y a des zones qui sont des zones de l'armée, donc a priori si des gens sont dans ces zones, c'est problématique. Et on a plusieurs moyens pour savoir exactement qui sont les terroristes sur ce terrain. Et on se bat plus ou moins contre des fantômes, mais on sait exactement ce qu'ils font et où ils vont. Et je vous ai vu hocher la tête. Effectivement. Non, parce que nous, on a été effectivement très exposés à ça au début de la guerre, où il n'y avait pas encore les moyens dont H parle, et que c'était réellement la sensation, se battre contre des fantômes. Ils sortaient à peine la tête ou les mains des tunnels ou des maisons qu'on ne voyait même pas pour nous tirer dessus et repartir se cacher dans les tunnels. Et ça a été un vrai challenge de pouvoir faire face à ça, pouvoir se défendre, pouvoir même attaquer et gagner du terrain. Aujourd'hui, les moyens sont meilleurs. Les commandos Givati ont aussi été l'une des seules unités au départ à avancer en parallèle, en surface et souterrain. Exactement. Ça je peux pas trop en parler, mais effectivement, ça a été une des premières et une des seules
aller dans les tunnels et à les détruire même. Alors vous pouvez pas en parler, mais j'aimerais que vous comprendre, parce que ça explique pourquoi tous les détracteurs disent mais comment se fait-il que Tsahal avance encore doucement? C'est ça la raison. D'abord, on n'avance pas doucement, on avance sûrement. On n'a pas de vie à perdre gratuitement. Donc s'il faut que ça prenne plus de temps, ça prend plus de temps. On veut être sûr que chaque pas qu'on fait, c'est pas un endroit miné, c'est pas un endroit où on est trop exposé pour recevoir des RPG ou quoi que ce soit autre, ou des tirs de sniper. Donc on avance sûrement. Doucement, non, c'est juste qu'on fait très attention. On n'a pas de vie à donner en plus, tout simplement. Donc on fait ça mieux. Merci H, merci d'avoir pu témoigner de votre expérience des commandos Givati, de ce corps d'infanterie de l'armée israélienne. C'est la fin de cette édition et je vous souhaite bien évidemment H et sans doute de revenir en bonne santé une fois votre mission terminée. Très bonne soirée à vous sur i24 News.